Chargé dans les premiers temps de représenter la Sainte Famille, le portrait de famille s'est peu à peu teinté de profane jusqu'à abandonner toute référence au sacré. Ainsi la sacro-sainte Vierge à l'enfant, couronnée et entourée d'anges, a-t-elle vu se présenter au pied de son trône symbolique les familles au grand complet des commanditaires des œuvres. Ainsi Titien fit-il poser le pape italien Paul III en compagnie de ses petits-enfants illégitimes, qu'il avait auparavant élevés au cardinalat, pour ne citer que ces deux exemples. Le perroquet surprend, mais le tableau étant destiné à la guilde de Saint-Luc, on peut le considérer comme une référence profane au siècle d'or et à une certaine exubérance du beau métier d'artiste. Bien loin de cette luxuriance, la très modeste Sainte Famille de Rembrandt semble peinte d'après nature. Vous ne trouverez pas mieux. Elle rappelle que Rembrandt fut un immense peintre de sujets bibliques. Une dernière Sainte Famille on ne peut plus étrange par un précurseur de Bruegel. Le nom complet du tableau peut se traduire ainsi: étal de viande avec la Sainte Famille faisant l'aumône durant la fuite en Égypte. Ce tableau de Jordaens est l'un des fleurons du Prado. On peut d'ailleurs envisager ces portraits de groupe comme autant de portraits de famille, puisqu'il est de notoriété qu'il faisait poser ses proches. À ce propos, savez-vous à quoi on reconnaît la famille d'un artiste? À ceux que tous les enfants, sans exception, font la gueule. Non, je plaisante, mais avouez que ces séances de pose, à la longue... Vous avez sous les yeux un double portrait de famille. D'une part celle qui s'active autour de la table, d'autre part celle qui se relaie auprès du chevalet, c'est-à-dire les trois frères Lenain, Antoine, Louis et Mathieu. Merveilleux Janstein qui nous prouve, avec ce tableau pour le moins optimiste, que les membres d'une même famille peuvent œuvrer de concert dans la plus douce et joyeuse harmonie. De gauche à droite, le propriétaire des lieux John Ord, son épouse bien-aimée Anne et leur fils aîné William. Le rang familial du personnage à droite reste à définir, puisqu'il ne figure pas dans le titre de ce portrait de famille. L'un des plus beaux portraits de famille que je connaisse, que le peintre considérait d'ailleurs comme son œuvre majeure. Sa touche virevoltante se marie à merveille avec la vitalité et le naturel des enfants. Voilà un thème passionnant, peu représenté dans la peinture. Noé aurait donc embarqué toute sa famille dans son arche, assortie d'un couple de chaque espèce animale. Moi j'appelle ça du conflit d'intérêts. Et je vous présente la famille ultime en quelque sorte, la dernière à avoir péri lors du déluge pendant que Noé mettait les siens à l'abri. Ce n'est pas seulement du conflit d'intérêts, c'est aussi du délit d'initié. Il fallut plus de 10 ans à Degas pour peindre ce portrait de famille italienne. La femme à gauche est sa tante, et il fut le témoin attristé de la mésentente du couple, d'où la difficulté d'achever ce tableau mythique. Il serait temps de redécouvrir cette superbe portraitiste hollandaise qui fut à Paris l'élève de Jean-Jacques Henner. Elle avait un certain sens de la famille, puisqu'elle se laissa dépérir après la mort de son époux. Et je ne résiste pas au désir de vous montrer cette famille de renards en pleine nature, qui ne se préoccupe ni de vous ni de moi, par un peintre animalier suédois qui fut un virtuose du genre. L'avenir du portrait de famille est ni plus ni moins celui du portrait. S'il n'a plus l'importance qu'il eut jadis du fait de l'apparition de la photographie, il durera tant que durera le talent des peintres, et qu'apparaîtront des artistes susceptibles soit de flatter l'ego procréateur du chef de famille, soit de lever sur les membres de sa tribu plus de mystère qu'une photographie ne saurait le faire. In fine, je serais tenté de parier qu'il durera tant que durera la figure humaine.